Bonjour à tous, c'est Ozan Avundouk et aujourd'hui je vais partager avec vous ma deuxième vidéo sur le Moyen-Orient. J'ai réalisé une vidéo interview sur le Liban avec ma chère amie Marilyn Nav. On se connaît avec Marilyn grâce à notre master et études moyen-orientales de l'ENS de Lyon. Après le master, Marilyn a fait un stage et donc a vécu à Beyrouth. Donc elle connaît très bien le pays, elle est engagée dans le développement et la coopération internationale, notamment dans la région du Moyen-Orient. Je voulais enregistrer cette interview avec quelqu'un qui connaît bien la région parce que, comme vous le savez peut-être, il y a encore des affrontements dans le sud du pays, notamment les agressions israéliennes malgré le cessez-le-feu qui avait été signé en conséquence des efforts diplomatiques des États-Unis et de la France. Avec Marilyn, nous n'avons pas parlé seulement des récents développements, mais aussi et surtout du Liban en tant que pays, des relations franco-libanaises, des relations intracommunautaires au Liban et globalement des questions autour des crises que traverse le Liban depuis des années. Marilyn a partagé ses observations et je trouve que ses impressions et les commentaires sont super importants pour comprendre les enjeux du pays et même de la région moyen-orientale. Donc voilà, et j'espère que vous trouverez aussi cet échange intéressant. Et voici notre interview. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de Liban. Comme tu connais très bien ce pays en tant qu'une Française qui a vécu dans ce pays à Beyrouth, qu'est-ce que tu as fait à Beyrouth quand tu as été au Liban? Quelle était ton expérience concrètement? J'étais au Liban de février à août 2022, dans un post-révolution, post-explosion du port de Beyrouth, et encore dans les multiples crises qu'il y a encore actuellement au Liban et qui n'ont fait que s'aggraver, du cours de la libre libanaise, de toutes ces choses qu'on n'imagine pas, et pendant les élections politiques, les élections de 2022. J'ai été à Beyrouth dans le contexte de mon master études moyen-orientales. J'ai fait un stage de fin d'études là-bas. J'étais dans une filière professionnalisante, donc c'était un stage en entreprise, on va dire. On peut le dire déjà maintenant qu'on en a fait le même master en fait. Ah oui, c'est vrai. Je savais pas si c'était secret ou pas. Oui, c'est dans le cadre de ce master où j'ai fait mon stage de 6 mois de fin d'études et du coup, mon mémoire dans le cadre de ce stage au Liban, à Beyrouth, dans une ONG qui s'appelle Amel, c'est une ONG libanaise qui a fait un travail extraordinaire pendant la guerre civile, hein. C'est un modèle que je trouve très intéressant d'ONG. C'est un médecin, donc lui, il a commencé à créer des zones pour donner accès en fait aux soins à toutes les personnes sans distinction d'appartenance à une communauté, à une ethnie, à une nationalité, ce qui est au Liban assez exceptionnel. Donc à partir de ces centres d'accès aux soins et surtout à partir de la fin de la guerre civile en 89, ils ont commencé à se diversifier dans ces centres. Les gens ont fait part d'autres besoins parce que dans les ONG il y a plusieurs approches et ici c'est une approche plutôt sectorisée. Donc j'étais dans le secteur éducation, donc tout est basé dans des centres qu'on appelle communautaires ou alors dans les camps de réfugiés syriens, dans la BK particulièrement. Et donc soit ils ont un centre dans les camps de réfugiés syriens avec des unités mobiles qui se déplacent dans les différents camps parce qu'on parle d'un camp, mais en fait, il y en a souvent plusieurs, et en fonction des secteurs de camp, les gens ne changent pas, ne vont pas d'un camp à un autre, parce que appartenance à une ville, à une religion, des relations politiques et sociales spécifiques au sein même des camps. Oh, Et voilà, soit des centres communautaires avec souvent plusieurs étages, des activités pour les jeunes. Il y a une approche assez globale que je trouvais très intéressante. Et donc moi, j'ai fait de la gestion de projet en support, hein, à toute l'équipe qui était déjà présente. Donc on a fait tout le cycle de projet, un peu de réflexion autour des projets, du reporting auprès des bailleurs, de la relation avec les bailleurs. On se rendait sur place, sur le terrain, pour voir les équipes, pour voir comment ça se passait, quelles étaient les difficultés, pour récolter des données, pour justement faire du suivi, faire de l'évaluation de projets. Hamel, c'est une association qu'on retrouve de manière disparate sur tout le territoire libanais, avec ses centres d'accord. communautaires. Donc, je me suis pas mal déplacée. Et je me suis penchée sur la question de l'évaluation d'un programme d'alphabétisation pour les adultes, les femmes syriennes. J'ai fait du volontariat dans le sud de Beyrouth, dans un D'accord. centre communautaire d'Amel. J'ai assisté en fait les profs qui faisaient du soutien scolaire. Donc, j'ai une approche triple par rapport à leur activité. À la fois, j'étais au siège, à la fois, j'étais sur le terrain
dans le centre communautaire. J'ai pu voir concrètement comment ça fonctionnait et donner un coup de main. Et puis avoir une approche aussi étude d'impact, recherche scientifique, mais vraiment sur la question de ce programme d'alphabétisation pour les femmes adultes, les Syriennes. Quand tu dis des centres communautaires dans le sud du Beyrouth, est-ce que tu parles des communautés religieuses ou pas du tout? C'est vrai que c'est pas évident, en fait, on appelle ça des centres communautaires, mais c'est pas justement en lien, justement, l'accueil est, je sais pas si c'est le bon mot, mais inconditionnel. On ne regarde pas à quelle communauté on appartient, ni nationalité, donc c'est ouvert à tout le monde. Là, à l'époque où j'y étais, il y avait énormément de réfugiés syriens et de plus en plus de Libanais, et puis quelques autres Ah, nationalités qui étaient, enfin, réfugiés, tout en sachant qu'au Liban, le statut de réfugié de la Convention de Genève n'est pas reconnu. Donc, hmm, nous, on les appelle réfugiés, mais ils n'ont pas ce statut qui leur donne des droits et une protection comme les réfugiés peuvent l'avoir en France ou dans les pays qui ont signé les accords de Genève. d'accord. Au Liban, il n'y a que les Palestiniens qui ont le statut de réfugiés. Enfin, l'histoire libanaise, avec justement les Palestiniens, ça a créé un précédent qui, selon moi, bah, explique aussi pourquoi les Syriens n'ont pas le droit de ce statut. Mais je n'ai pas répondu à ta question. Donc, dans les centres communautaires, tout le monde est accueilli. Ils appellent ça en anglais community center, mais c'est vraiment l'idée de communauté, peut-être dans le sens premier, que ces centres autour de il y a une communauté qui se crée, et c'est des gens en local, en fait, en proximité, qui se déplacent dans les centres. Et Ramel, je pense pas que ce soit la seule ONG, loin de là, mais ça a été créé quand même dans les années 1970. C'est un côté un peu assez novateur aussi. On est vraiment dans l'accès aux soins. Au Liban, si on regarde l'accès aux soins, c'est vraiment très communautarisé. Si on a telle carte de tel parti politique, on a accès ou pas. Bah parce que le fait est que l'État est très fragile, on va dire ça comme ça, donc il n'y a pas d'accès vraiment à des soins publics. Et donc si on veut des soins, soit il faut avoir les moyens, soit il faut avoir des accès un peu spécifiques. Comment ça se déroule selon les confessions de la vie politique au Liban? Ce que j'ai trouvé assez perturbant et intéressant, et je pense qu'on l'a évoqué pendant notre master, on parle de la mosaïque communautaire du Liban. Et ça, c'est vraiment une lecture occidentale de la vie libanaise, surtout qui date du début du XXe siècle. Sous l'Empire ottoman, bon, bah, il y avait la question des confessions. Chacun faisait selon sa confession. Les Français, avec le mandat français, qui arrivait après la Première Guerre mondiale, ont eu cette lecture justement de ces communautés très différentes. Et on a plus ou moins influencé et inspiré la République libanaise actuelle. Il y a une répartition des pouvoirs. Le président de la République qui va être chrétien maronite, qui sont les chrétiens libanais, qui ont une forme de christianisme qui est vraiment spécifique géographiquement. Le Premier ministre qui va être sunnite et le président de l'Assemblée nationale qui va être chiite. Et du coup, d'où le blocage politique au Liban. Moi, ce que mes amis libanais me disent, c'est de toute façon, on n'avance pas. Les gens n'ont pas de programme politique en soi. Les gens, ils votent pour une appartenance à une communauté. Et donc, il n'y a pas de vision pour ce pays. Il y a des chercheurs qui posent la question, est-ce qu'on parle de nation libanaise réellement ou pas? Parce que, en fait, le Liban en tant que tel, il est né après la Première Guerre mondiale, notamment. Il y avait une question de créer une grande Syrie ou pas, et c'est une portion de terre qui a été vraiment découpée à la demande des chrétiens maronites et un peu à la pression des Français qui ont choisi de soutenir cette communauté qui ne voulait pas être une minorité au sein d'un grand pays arabe et qui aurait été à majorité musulmane. On se retrouve dans des questions démographiques. Après, il me semble que le dernier recensement au Liban date des années 1920. Et c'est aussi cet équilibre politique avec une répartition président maronite Premier ministre sunnite et président de l'Assemblée nationale chiite repose aussi sur des questions démographiques. Le jour où en fait il y a un vrai recensement qui est fait et qui prouverait que l'équilibre démographique aurait changé, ça remet potentiellement en question cette répartition des pouvoirs et ça remet en question aussi la racine de ce pays quelque part dans un moment où on découpait une zone qui était l'Empire ottoman qui était gigantesque de manière plus ou moins arbitraire, hein, comme toujours quand on découpe des zones et que en plus ce sont des pays extérieurs qui le font. On se retrouvait avec des enjeux politiques. La France avait toujours eu le rôle de protecteur des chrétiens depuis le 19e siècle au Moyen-Orient et ça lui a permis quelque part de conforter ou au moins de garder ce rôle, d'autant plus que le mandat libanais a été confié à la France. Tu as parlé du fait que la France est présentée un peu comme le protecteur des chrétiens
au Liban. Alors que, comme on le sait, c'est le modèle ultime de la laïcité, la France, en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on voit une contradiction, à ton avis, ou pas, dans cette politique étrangère? Je pense que le mandat français au Liban, c'était, oui, une continuité du rôle politique que la France a eu de protection des chrétiens au Moyen-Orient, enfin qu'elle s'est donnée, hein. Et on parle vraiment des chrétiens catholiques, parce que les chrétiens orthodoxes, c'était la Russie. Il y a des liens qui sont très forts aujourd'hui. Mes collègues me disaient par exemple que l'enseignement scolaire au Liban, il est bilingue. Donc les élèves apprennent les cours en anglais et en libanais, ou en français et en libanais. Enfin, en arabe, du coup, bon, on peut contester le bilingue, est-ce que c'est trilingue ou pas. On disait que les chrétiens avaient tendance à choisir en fait français et arabe et les musulmans plutôt anglais et arabe. J'ai tendance à penser que c'est un héritage de ce passé. Il y a des liens très forts justement de par ce mandat politique, par les institutions, par les intellectuels, comme il y en a beaucoup qui parlent français. Amin Malouf, qui est à l'Académie française, il est libanais. De par la guerre civile, il y a énormément de Libanais qui sont venus en France, qui parlent français, donc qui sont des intellectuels, des commerçants, sont vraiment venus enrichir la vie politique française. Et les universités libanaises, l'université Saint-Joseph de Beyrouth, elle est connue internationalement et il y en a beaucoup qui viennent en France. Donc je pense qu'on a des liens, entre guillemets, de l'intelligentsia qui est très forte. Et là où il y a des contradictions, c'est vrai, c'est que la droite catholique française, elle est très impliquée dans la protection des chrétiens au Moyen-Orient. Et il me semble qu'il y a quelques années, même Fillon avait mentionné ça, en fait, ce rôle et sonner un peu l'alerte sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Du coup, pour moi, vraiment dans une logique vraiment de continuité par rapport au rôle qu'on s'est donné, parce que je pense qu'en soi, c'est pas très évident ce lien entre la France, la chrétienté et le rôle politique et l'influence que la France s'est donnée, je pense. D'ailleurs, le président français, enfin, Emmanuel Macron, précise et accentue les liens séculaires entre le Liban et la France. Et en même temps, il parle aussi de la nécessité d'établir ou de renforcer en quelque sorte la nation libanaise, et loin des séparations religieuses. Donc, je crois que la France fait attention à, au moins à son discours pour ne plus se présenter beaucoup comme seulement le protecteur des chrétiens. Mais je pense que ce discours, en tout cas, il témoigne qu'il y a une compréhension des enjeux et aussi, enfin, voilà, c'est l'évolution du temps. Quand la France prenait ce rôle de protecteur des chrétiens, c'était le temps où on envoyait des missionnaires catholiques au Liban, c'était le temps de l'Empire français, colonial français, et on n'est plus du tout dans cette époque. Et c'est vraiment très important qu'on change nos rapports et je pense que plus les sociétés occidentales changeront de regard sur le Liban, justement sur cette question de la mosaïque de communautés, peut-être que déjà, si on les, entre guillemets, si on les libérait de notre regard occidental sur leur société, bah peut-être que ce serait plus simple aussi pour eux de sortir de ça. Je pense qu'on en a déjà parlé tous les deux. C'était la question où tu voulais me faire venir aussi, un peu comment ça se vivait la vie communautaire au Liban. Exactement, j'allais te demander ça maintenant. Ben, c'est assez marrant parce que à la fois elle est invisible et à la fois elle est partout. Je pense que pour des yeux comme les miens qui sont pas du tout entraînés, c'était pas tant visible que ça. C'était plutôt un peu de l'ordre de l'intangible. Il y avait des quartiers, en fait, on pouvait voir des femmes en short, mini-short et avec du rouge à lèvres et puis du botox. Et puis la rue d'après, on voyait plutôt des femmes voilées. Ça m'est arrivé de traverser juste la rue. Il y a des drapeaux de Bachar al-Assad, des photos de Bachar al-Assad. La rue d'après, c'était totalement autre chose. Et il y a vraiment des quartiers ou des rues où il y a des univers, des atmosphères totalement différentes. Je pense que c'est un peu lié aux communautés. Et en même temps, moi qui n'ai pas grandi là, je peux pas lire ce qu'on en dit. Mais il y a des endroits, c'était évident qu'on était dans des quartiers chrétiens. Et il y a des endroits, c'était évident que c'était pas du tout le cas. Du coup, c'était assez étrange parce que j'avais l'impression que dans certains quartiers, je pouvais porter certaines tenues, dans d'autres, je pouvais pas, ou je pouvais toujours, hein, mais j'avais pas le même regard qui était porté sur moi. En même temps, tous ces gens, ils se mélangent dans la rue, ils se parlent. Il y a des femmes qui sont voilées, il y a des femmes qui sont pas voilées, il y a des femmes en mini-short. Pour reprendre vraiment les stéréotypes occidentaux, hein, parce que bon, ça va bien au-delà de ça. Et en même temps, on va dans des zones comme on va dans le Chouf, on voit des Druzes, ils ont encore leurs habits traditionnels. C'est très particulier. Tous ces gens se mélangent. Et c'est vrai que quand je posais la question à des amis au travail, parce que du coup, au travail,
tout le monde travaille ensemble, quoi. Il y avait un Syrien, il y en avait qui étaient chiites, qui étaient sunnites, qui étaient chrétiens. Et ça se voyait pas toujours, hein, très honnêtement. Je pense qu'entre Libanais, ils devaient savoir, mais moi. Et puis ça, les gens n'en parlent pas, ça se voit pas. Mais par contre, ce qu'on me disait, c'est qu'en temps de crise, bah, chacun se replie sur sa communauté. En fait, ça fait totalement sens, hein, étant donné que la guerre civile, c'était plus ou moins une guerre intra-communautaire. Au moment, c'est ce que c'est devenu. Et je lisais un livre de Nabil Roussouf, c'est un journaliste libanais dont les parents étaient libanais. Ils sont venus en France pendant la guerre civile et il essaye de comprendre, de démêler un peu les fils. Et sa conclusion, c'est bah, en fait, on n'y comprend pas grand-chose et peut-être que j'y comprendrai pas beaucoup plus. C'est Bref, c'est assez inexplicable. Voilà, il y a eu différentes guerres après aussi avec Israël. Il y a eu aussi la Syrie qui a envahi une partie du territoire. Donc aussi, géographiquement, chacun a une histoire très spécifique. Le Liban ou le sud du Liban qui est resté envahi longtemps par Israël. Il y a encore une atmosphère très spécifique avec des photos des martyrs, aussi avec un lien à la Palestine beaucoup plus fort. Et puis il y a aussi enfin, présence du Hezbollah ou pas. Enfin, il y a pas mal de choses qui marquent, je veux dire, l'espace. Parce que du coup, dans les rapports interpersonnels, c'était pas visible pour moi si quelqu'un était chrétien ou musulman. Ça me pose vraiment question, cette lecture communautaire du Liban. À la fois, oui, chacun appartient à une communauté, ils ont tous leur rite spécifique, et à la fois, ils Oui. vivent tous sur la même terre et ils partagent beaucoup de choses en commun, dont une langue. Ils Donc, ont partagé un destin quand même jusqu'ici assez dramatique, si on regarde toutes les guerres qu'ils ont traversées. Je trouve ça un peu malheureux que ce soit des questions comme ça qui bloquent la politique, qui bloquent le développement d'un pays qui a énormément de richesses. Il suffit de regarder la situation géographique du Liban. Ils ont tout pour pour prospérer. Je pense aussi qu'il y a une question d'infrastructure. Quand on n'a pas un État qui est suffisamment fort, on ne peut pas mettre en place des lignes de train. On peut pas. hmm, Avant, à Beyrouth, il y avait un tram. Si les gens pouvaient se déplacer plus vite, si le commerce pouvait aller plus vite, voilà, c'est le croissant fertile. Ils ont hmm. aussi en partie de quoi se nourrir. Ils avaient des belles universités. Ils avaient avant que tout quand même soit bien détruit avec la révolution, les multiples crises économiques qui ont suivi derrière la difficulté de gérer l'afflux de Syriens qui sont arrivés en 2015. Il y a énormément de pression, enfin, l'explosion du port de Beyrouth, aujourd'hui, la guerre qui a quand même bien pilonné la ville. J'avais une question sur le cessez-le-feu dans lequel a joué la France a un rôle important quand même entre l'Israël et le Hezbollah. La France est beaucoup plus impliquée dans cette région au-delà des liens historiques et culturels. Pourquoi la France est aussi impliquée? Est-ce qu'il y a beaucoup de Français là-bas? Est-ce qu'il y a de capital français peut-être? Et quel est le lien actuel directement? Il y a pas mal de Français, oui. Après, en termes de propositions par rapport à d'autres pays, c'est difficile de se rendre compte. Il y a beaucoup d'instituts français. Et l'Institut français, c'est l'organe du soft power culturel français à l'étranger. Beaucoup, je pense qu'il y en a quatre ou cinq dans le pays pour un petit quand même, un pays qui est quand même relativement petit, c'est beaucoup, je trouve. L'Institut français à Beyrouth, c'est pour moi un des seuls endroits où on avait accès à la culture gratuitement. Il y avait des projections de films, il y avait une médiathèque, il y avait des cours. C'est tout un complexe qui vivait alors que le pays se mourait déjà. Le fait que les instituts français au moment où Israël a commencé à bombarder le Liban, ils ont décidé de ne pas fermer. Et je trouve que c'est un geste de solidarité qui est très fort, de se dire c'est la guerre, mais des organes liés vraiment très étroitement avec l'État français fassent le choix de rester ouvert. Et je pense qu'on ne verrait pas ça dans tous les pays. Après, peut-être aussi avec ce qui se passe dans les pays africains, où la France a été obligée de se retirer de certains pays, l'État français est d'autant plus attaché à ceux où les relations vont bien. À Gaza, il n'y avait pas une aussi grande implication pour la mise en place d'un accord du cessez-le-feu, alors qu'au Liban, dès le début, les efforts diplomatiques sont très denses. Donc c'est pour ça que j'essayais de voir la particularité de ce pays. Mais Mm. c'est logique, en effet, qu'elle essaye de garder peut-être la puissance qu'elle a déjà dans la région moyen-orientale, au moins. Je pense. Et puis c'est vrai que on est lié par la Méditerranée, on est lié par l'histoire, on est lié par la culture, on est lié par une même langue. Quand je parle de la culture, je parle vraiment des ouvrages, des livres, et je pense beaucoup à Amin Malouf, qui est vraiment un auteur
j'aime énormément. Et, euh, et voilà, il y a une diaspora libanaise. Bon, la diaspora libanaise, elle est forte partout, mais en France particulièrement aussi. Et malheureusement, Gaza n'a pas ça pour lui. Le Liban, même si c'est un État, quand on est sur place, on a du mal à le sentir qu'il est présent, hormis par la présence de l'armée, et qui est partout, hein. Et il me semble que ça a déjà été pas mal étudié, en fait, le rôle de l'armée, justement, parce que c'est un des seuls organes où toutes les communautés bah, se mélangent pour un pays. Je pense que c'est vraiment un lien historique entre des peuples, enfin d'abord, qui était d'abord entre des religions, hein, et après entre des peuples et aussi des intellectuels. Je pense aussi qu'il y a eu beaucoup de Libanais en France qui ont du capital et qui peuvent faire pression, faire des donations. Hmm. Et ce qui n'est pas le cas en fait des Palestiniens. Il y en a probablement qui ont aussi du capital. Mais je pense que malheureusement, la Palestine, c'est un État qui, depuis la fin de l'Empire ottoman, a déjà été fragilisé par le mandat britannique, l'a déjà fragilisé par l'ouverture, plus ou moins, à la venue d'autres personnes avec un autre projet politique. Comme on a déjà échangé, je pense que en France, on a une longue histoire avec le Moyen-Orient, l'orientalisme, les voyages, les expéditions d'archéologues, les missions chrétiennes. Donc, il y a quand même des liens forts. Et pour ces raisons, il y a des instituts français du Proche-Orient qui sont à Beyrouth, à Amman en Jordanie. On a du coup, je pense, de très bons connaisseurs de la langue arabe et de l'histoire du monde arabe de par ces liens. Et aujourd'hui, historiquement, quand on regarde académiquement, il y a une différenciation qui est faite entre le Moyen-Orient et, euh, et l'histoire d'Israël. Il y a vraiment il y a l'UFR d'études arabes et il y a l'UFR d'études hébraïques. Alors que si on réfléchit concrètement au jour d'aujourd'hui, Israël est au Moyen-Orient, donc on a quand même une histoire qui est assez longue avec le Moyen-Orient. Peut-être que ça revient notamment des mandats. La France a eu les mandats français sur le Liban, la Syrie aussi. Mais au Liban, il y a ces liens historiques entre les communautés chrétiennes. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'impact que peuvent avoir ces liens, notamment comme j'évoquais tout à l'heure, dans la branche catholique française et l'implication des politiques françaises catholiques. En France, on a aussi des ONG, c'est l'œuvre d'Orient, Chrétiens d'Orient. On a des organisations non gouvernementales qui font plus ou moins quand même référence à ce passé-là, même si ce sont des organisations laïques. Et la Palestine, c'était, comme l'Irak, un mandat britannique, à part Jérusalem, qui était sous mandat international. Donc déjà, on a un peu... Là, l'histoire commence un peu à prendre deux chemins différents. Ce sont les Britanniques qui ont avancé l'hypothèse d'un foyer national juif en terre de Palestine. Et donc je pense que déjà, de par ce passé-là, alors que pourtant, je veux dire Jérusalem, la, la Palestine slash Israël aujourd'hui, hein, parce que du coup, quand même un État israélien, enfin, c'est la terre où le christianisme est né. Et donc, c'est vrai que c'est difficile, si on regarde que par cet angle-là, je trouve que c'est extrêmement difficile de comprendre les positions qui sont tenues et le fait qu'il y a une proximité très forte avec le Liban. Après, le fait est que dans les années 90, quand les voies diplomatiques pour la création d'un État palestinien, pour les droits des Palestiniens à leur terre ont échoué, les politiques palestiniens se sont tournés vers la violence. Et peut-être que c'est aussi à ce moment-là que les politiques ont commencé à se détourner de la Palestine. Et puis ce que je disais tout à l'heure, c'est aussi cette idée que le Liban, on a des liens académiques, on a des liens par la langue, on a certains liens culturels, et que le Liban a parmi sa diaspora à l'Académie française, mais aussi probablement des businessmen, des commerçants qui ont beaucoup d'argent et qui peuvent et qui ont de l'influence pour plaider pour cette cause. Je pense que la Palestine n'a peut-être pas ses atouts là à l'étranger. Le Liban a une position géographique qui est extrêmement stratégique. On est sur la mer Méditerranée, c'est l'entrée vers le Moyen-Orient et plus loin l'Asie.
c'est l'entrée aussi vers le monde arabe. Si on va vers la péninsule arabique, on n'est pas si loin que ça, en fait, de l'Europe. On a des montagnes, on a le croissant fertile. Enfin, pour moi, c'est une position d'un pays qui est très, très stratégique. On n'est pas si loin que ça en Palestine, mais les problèmes de sécheresse, ils sont beaucoup plus prononcés. A priori, ils n'ont pas du tout la même terre. Rien que ça peut jouer aussi. Mais je me l'explique très difficilement, très honnêtement. Ce sont que des hypothèses personnelles. L'histoire différenciée, l'histoire parce que le mandat français, les communautés chrétiennes, je pense qu'il n'y a pas tout à fait la même histoire, mais je pense que c'est bien résumé. Et l'implantation, du coup, effective, de par cette histoire, les instituts français au Liban, pas mal de choses, les ONG françaises au Liban, il y en a aussi à Gaza et en Palestine. Et peut-être, je me demande aussi la couverture médiatique, parce que le discours, alors qu'on parle en fait plus ou moins de la même guerre, est totalement différencié sur le Liban et sur le Hezbollah. Et c'est assez étrange, je trouve, à la fois le double discours par rapport à Gaza, un peu plus ou moins réduit au Hamas, le Liban plus ou moins réduit au Hezbollah, et puis des fois on parle du Liban, des fois on parle de Hezbollah. Je trouve qu'il y a de la confusion qui est créée parfois entre qui est l'État, qui n'est pas l'État, et les populations, les groupes armés. Mon point était de dire que, que je pense que le traitement médiatique n'est pas le même, on n'a pas le même regard, parce que les discours ne sont pas les mêmes. Je vois. Très bien. Merci beaucoup, Marilyn, pour d'avoir De rien. partagé tes observations, tes commentaires sur le Liban, les communautés au Liban et les relations franco-libanaises. C'était vraiment pour moi très, très intéressant et instructif. Merci de m'avoir proposé d'échanger sur ces sujets. C'était super intéressant aussi pour moi d'en parler, d'échanger. Et puis, je doute pas aussi qu'il y aura des gens en commentaire qui auront soit des nuances à apporter, soit des commentaires intéressants, d'autres hypothèses qui pourront s'ajouter aux miennes et d'autres expériences. Et ce sera d'autant plus enrichissant. Tout à fait. Super. Merci et Merci à toi. au revoir.